découvertes par les sciences d'aujourd'hui sont absolument énormes. Le XXe et le XXIe siècle nous montrent les astrophysiciens capables de nous décrire les 3 premières minutes de l'univers, capables de nous faire toucher du doigt que l'origine dans le temps et dans l'espace nous échappe. D'où venons-nous ? Ils sont capables de nous faire suivre une ligne de crête que l'univers aurait elle-même parcourue pour se déployer avec une capacité d'auto-organisation merveilleuse dans une complexité croissante, avec la possibilité d'arriver jusqu'au vivant, et en même temps on se pose toujours la question qui est une question de philosophe, qu'est-ce que la vie ? Les biologistes, justement, s'attaquent à cette question-là et nous montrent les merveilleuses possibilités de la vie, étonnement, questionnement devant une simple cellule vivante comme devant les organismes les plus complexes. Tout ça pour arriver jusqu'à l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour le scientifique, pour le biologiste, pour celui qui travaille dans les neurosciences et qui se demande quel est ce sujet qui pense, quelle est l'articulation entre le cerveau avec sa complexité extraordinaire et puis la capacité de penser, de ressentir, d'éprouver, de prendre du recul par rapport à ce que l'homme vit lui-même. Ça rejoint les grandes questions posées tout à fait différemment dans un contexte totalement différent, les grandes questions de la Bible. Quelle est la place spécifique de l'homme dans cette fantastique histoire de 14 milliards d'années, telle que les astrophysiciens nous le décrivent, avec ce principe anthropique qui, au minimum, pose vraiment la question « Qu'est-ce que l'homme dans l'univers ?» C'est quoi la vie? Ou quand la vie a commencé? Les biologistes parlent peu de la vie. Et encore moins de l'origine. Alors, on peut faire quelques scénarios plausibles sur quelques commencements. Alors, on pourra parler du Big Bang pour le commencement de l'univers, on pourra parler des étoiles dans lesquelles commence la synthèse chimique, le carbone en particulier, qui est une molécule très 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 particulière, qui est très rare dans l'univers, et qui est très concentrée sur Terre, et qui est au cas indispensable pour faire de la vie. En tout cas du vivant. Bon. Alors, c'est quoi le commencement du vivant? C'est quand le carbone existe? C'est la première cellule? On pourrait peut-être dire ça, mais une première cellule, ça suffit pas. Il faut une cellule qui prolifère. Bon. Ce que la biologie, après la chimie, va pouvoir faire, c'est prendre quelques questions précises et essayer d'avoir des processus plausibles de quelques commencements. La physique quantique, la mécanique quantique et la physique quantique sont capitales pour la compréhension de l'évolution de l'univers. Ce n'était pas le cas au XIXe siècle, par exemple, ou dans les cosmologies d'avant les Big Bang, parce que on séparait les disciplines, la cosmologie qui était
domaine de l'astronomie, des domaines, et la physique quantique était du domaine de l'infiniment petit, deux échelles totalement différentes. Les grands événements, c'était qu'on a mis ces deux échelles ensemble, on a vu qu'il y a une unité. Ce que ça a ajouté, c'est la dynamique intime, la dynamique vraiment des premiers instants de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire les premiers instants? Si vous prenez une seconde, vous la divisez par 10, vous prenez dixième, vous divisez par 10, le dixième vous divisez par 10, vous faites ça 43 fois. Bien sûr, c'est vertigineux pour l'imagination, on ne peut pas imaginer ça. Dans ces temps infiniment petits, tout se joue. Ça ne veut pas dire que c'est un instant t égale 0, l'origine, parce que nous aimons l'idée d'origine. Nous, humains, on veut s'attacher à quelque chose, au père, à la mère, une origine. La physique ne peut pas parler de l'origine. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que les équations explosent à l'origine. On ne peut plus rien dire, strictement rien. Mais on peut dire ce qui se passe tout de suite après. Et tout de suite après, il y a le destin du monde qui se joue. Le modèle décrit bien ce qui se passe tout de suite après le Big Bang, en quelque sorte, quand la matière de l'univers a une densité pas trop élevée, mais au moment initial, le moment le plus intéressant, on ne sait pas comment l'approcher, et on appelle cette zone d'ignorance le mur de Planck. C'est le temps de Planck. Le temps de Planck, c'est un temps extrêmement petit, une fraction de seconde, 10 moins 43 secondes autour de la singularité initiale. C'est le moment où nous devrions avoir une théorie quantique de la gravitation pour décrire ce qui se passe à ce moment-là. Or, il n'y a pas de consensus sur la théorie quantique de la gravitation. Il y a des pistes qui sont explorées de part et d'autre pour avoir une théorie qui unifie les deux grandes révolutions majeures du début du XXe siècle, la gravité dans le cadre de la relativité générale d'une part, et la mécanique quantique d'autre part. Nous n'avons pas d'unification de ces deux grandes théories qui régissent l'ensemble de la physique actuellement. Et donc, nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qui s'est passé au moment du Big Bang. Déjà, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe dans la théorie de la relativité d'Einstein, dans le sens qu'on symétrise en quelque sorte l'espace et le temps, l'espace-temps, on dit, unifié, et donc on ne peut plus parler strictement, rigoureusement parlant, on ne peut plus parler du temps et de l'espace séparés. Ça fait comme un bloc, ensemble, l'espace-temps. En physique quantique, c'est encore pire, si j'ose dire, encore plus merveilleux, si on peut dire. Ce n'est plus que ces blocs-là d'espace-temps, c'est autre chose encore, ce n'est plus l'espace-temps. Il n'y a plus d'espace-temps dans la théorie de la physique quantique. Nous n'avons pas actuellement une théorie qui fait l'objet d'un consensus sur ce qui s'est passé au départ. Il y a des pistes. Deux de ces pistes sont connues peut-être du public. C'est la piste des supercordes, d'une part, ou la piste de la gravité quantique à boucle, d'autre part. Ce sont des théories qui sont actuellement à l'étude et qui offrent des pistes pour comprendre ce qui s'est passé au départ, en quelque sorte, de l'univers tel que nous le connaissons actuellement, mais pas au départ de l'univers dans son absolu, parce que l'univers a toujours été là, dans le cadre des théories physiques, il subit simplement des transformations. Et la transformation la plus radicale qu'il ait subie au cours de ces 14 derniers milliards d'années dans notre zone, c'est justement le Big Bang et l'expansion de l'univers qui a ordonné la matière, qui a permis à la matière de s'ordonner. Alors, dans cette vision-là, d'ailleurs, on peut très bien imaginer que l'univers est infini. Alors, infini, c'est un mot à manier avec beaucoup de précautions, très 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 grand, que ce continu d'espace-temps, matière, énergie existe de toute éternité, que
à certains moments, un moment est lui-même mis entre guillemets, des zones connaissent un Big Bang et entrent en expansion. Donc on a une vision très large de ce que peut être l'univers maintenant, un univers très grand, peut-être infini, et des zones qui entrent en expansion, comme des bulles qui se manifestent à un endroit et à un autre. Donc il y a une succession de Big Bang finalement. Les Big Bang ne cessent de se produire à un endroit ou à un autre, dans un univers très très grand et alors pratiquement infini ou actuellement infini, ce sont des mots à manier avec précaution, ou pratiquement éternel ou réellement éternel, là, autre mot à manier avec précaution. L'un des créateurs de la théorie des supercordes, Leonard Susskind, a proposé un mot pour décrire la situation. Il parle du paysage. Le paysage, en anglais landscape, décrit l'ensemble des théories des supercordes possibles. Ce nombre, tel que Susskind en parle, est très très élevé. Il évoque quelque chose comme 10 puissance 500, c'est-à-dire 1 suivi de 500 zéros. C'est un nombre qu'on ne peut même pas prononcer. C'est un nombre absolument immense. Et la question qui est posée, c'est de savoir si tous ces univers possibles du paysage existent dans la réalité. Est-ce qu'ils sont actuellement là ? C'est sans doute une magnifique interrogation pour toute l'humanité d'ailleurs, que les scientifiques qui cherchent à comprendre le comment de l'univers et qui cherchent à remonter à l'éventuel démarrage de cet univers, s'il y en a eu un, comme cela est envisagé dans les théories du Big Bang, n'arrivent jamais au point zéro, c'est-à-dire à l'éventuel début où le temps et l'espace sont égaux à zéro. Comme si l'éventuel démarrage dans le temps et dans l'espace nous échappait. Quelque chose nous échappe qui est essentiel, puisque c'est le démarrage dans le temps et dans l'espace. On pourrait dire, pour prendre une image, notre naissance à chacun d'entre nous nous a totalement échappé. Et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel pour nous et pour comprendre qui nous sommes. Donc, si cette origine dans le temps et dans l'espace, ce commencement dans le temps et dans l'espace nous échappe, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une belle interrogation et je crois qu'il faut laisser l'interrogation. Il ne faut surtout pas la combler par des réponses toutes faites et en particulier par des réponses religieuses. Voyez, on va dire, mais bien sûr, la tentation d'un certain nombre de croyants est de dire, mais voyez, les sciences qui prétendaient avoir une connaissance absolue, eh bien il y a des tas de choses qui leur échappent. En particulier le commencement dans le temps et dans l'espace. Et du coup on va y mettre Dieu. On va dire, ben, ce qui échappe à la science, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait en faisant cela? On réduit considérablement Dieu. On fait de Dieu une explication, l'explication qui manquerait à la science d'aujourd'hui. Pour moi, à aucun moment, Dieu est une explication. Il n'est pas de l'ordre du savoir. Ce n'est pas parce que je crois en Dieu que j'ai un savoir supplémentaire sur les choses. La science que je peux faire, comme croyant, et je pense la science que peuvent faire ceux qui peuvent produire ceux qui sont croyants, que ce soit en christianisme, en islam ou en bouddhisme, en hindouisme, etc., c'est la même science, qui part
petitement, modestement d'hypothèses et qui essayent d'avancer, de faire des bouts de cohérence, etc., etc. Le sens qu'on peut y donner peut être différent. Effectivement, on est bien d'accord. Ce n'est pas la science qui me fait aller au-devant de Dieu, c'est Dieu qui me pousse à faire de la science. De manière un peu ramassée, je pourrais dire des choses comme ça. C'est ma tradition biblique, juive et chrétienne qui me pousse à la découverte, qui me pousse à la confiance que derrière ce chaos naturel que j'essaye de comprendre, il y a quelque chose à comprendre. Que derrière, pour dire les choses de manière un peu, en termes un peu plus savants et plus traditionnels, que derrière le chaos primordial, il y a du cosmos. Le chaos primordial, c'est, il n'y a rien à comprendre, circuler, et le cosmos, c'est l'univers ordonné par le fameux logos. Bon. C'est-à-dire que derrière cet apparent silence, il y a de la parole. Et que, oui, ça vaut le coup d'essayer de faire l'inventaire de tout ce qui existe, d'essayer de se poser des questions, même naïves, parce qu'il y a des éléments de cohérence qui sont possibles. Au XIXe siècle, on pensait que la cosmologie n'était pas possible. Auguste Comte, le fondateur du positivisme, disait qu'il y avait des questions qui étaient au dehors du domaine de la science parce que la science n'aurait jamais les moyens d'y répondre. Par exemple, il donnait l'exemple de la composition chimique des étoiles. Il disait comme on ne pourra jamais aller sur les étoiles, on ne pourra jamais les analyser et donc déterminer la nature de la matière qui les constitue. Et puis quelques années après, on a découvert la spectroscopie, c'est-à-dire l'analyse de la lumière qui nous provient des étoiles. Et en fait, en faisant un spectre, c'est-à-dire en fait un petit arc-en-ciel à partir de la lumière qui nous provient des étoiles, on voit des couleurs qui manquent dans cet arc-en-ciel. C'est la même chose pour le Soleil. Il y a des couleurs qui manquent dans l'arc-en-ciel. Et la nature de ces couleurs nous donne une idée très précise de la composition chimique de l'étoile ou du Soleil. Donc en fait, la science est capable d'aller très loin dans son analyse du cosmos à travers tout un ensemble de lois. Et ce qui fait la force de la science, c'est la cohérence de la vision d'ensemble. En fait, tout est comme un mur constitué de nombreuses briques qui reposent les unes sur les autres. C'est l'édifice de la science. Et bien évidemment, cet édifice repose sur un certain nombre d'hypothèses. Mais ce qui est impressionnant, c'est la cohérence du mur et la solidité, en quelque sorte, des conclusions auxquelles on arrive. Il y a un étonnement, on peut parler d'un étonnement, mais moi je m'étonne encore quand je parle de ça après 40 ans de pratique de la physique quantique, c'est un étonnement que le monde est si cohérent. L'univers réagit vraiment comme un système d'ensemble, comme un tout, où strictement parlant, il n'y a pas de séparation. Il y a des distinctions, bien sûr, il y a des organisations différentes, mais il n'y a pas de séparation. Par exemple, à notre échelle ordinaire, si on prend deux corps, si on les sépare, on les éloigne, bon, ben, à ce moment-là, ils n'interagissent plus l'un sur l'autre. Dans les mondes quantiques, c'est l'inverse qui se passe. Deux corps éloignés interagissent de plus en plus fortement. Plus que ça, deux corps qui se sont touchés à un moment donné en interaction, nous disons, si on les sépare, on garde une des particules, disons, sur la Terre et l'autre, on la voit dans une galaxie, si quelque chose se passe avec une des particules, l'autre ressent automatiquement ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle en français, en anglais il y a d'autres expressions, mais en français la non-séparabilité. Ces mondes non séparables. L'univers entier est non séparable. Le vide de la physique classique, c'est un vide vide. Le vide de la physique quantique, c'est un vide plein. Plein de quoi? Plein de vibrations, tout d'abord. Des vibrations virtuelles, des vibrations réelles. Et ces vibrations, dans leur chaos, apparent chaos, se structurent
pour donner une orientation de l'évolution de l'univers. Comment? Nous ne le savons pas très bien. Nous avons des indices. Mais ça se structure dans des fenêtres extrêmement étroites. Dans le sens que si on change un tout petit peu quelque chose dans le monde de l'infiniment petit, et c'est ça, ceci a été prouvé du point de vue scientifique, c'est pas une idée philosophique, alors il n'y a plus d'éléments lourds qui conditionnent l'apparition des planètes et de la vie. Donc il n'y a plus nous pour pouvoir parler de tout cela. Quand on regarde les galaxies lointaines, quand on regarde les étoiles, on s'intéresse en fait à notre histoire, à essayer de comprendre comment l'homme est apparu dans l'histoire cosmique, dans l'évolution cosmique. Voilà, c'est un élément important. Et cette histoire a été écrite donc avec de plus en plus de détails par l'astrophysique. Et il y a eu un moment, dans le courant des années 70, où une prise de conscience s'est manifestée, qui a dérangé, d'un certain point de vue, beaucoup d'astrophysiciens. Cette prise de conscience, c'est que l'histoire cosmique, qui était écrite avec de plus en plus de détails, donc la formation des premières galaxies, des étoiles, etc., cette histoire cosmique était une histoire qui a été rendue possible par un certain nombre de coïncidences. Et si ces coïncidences ne s'étaient pas produites, l'histoire se serait arrêtée, ou tout au moins elle se serait branchée sur une autre voie, et probablement la complexité biologique ne serait-elle pas apparue. Quelques exemples, par exemple, le fait qu'il y ait 3 dimensions d'espace, et non pas 4 ou 5 ou 6, ce fait est lui-même une coïncidence heureuse, parce que avec les lois que nous connaissons, seuls les espaces à 3 dimensions peuvent abriter des orbites stables. C'est-à-dire que si l'espace avait 4 dimensions, la Terre ne pourrait jamais tourner autour du Soleil sur une orbite stable, et les électrons ne pourraient pas tourner autour des noyaux d'atomes sur des orbites stables. On s'est rendu compte aussi que les propriétés du modèle cosmologique, les propriétés du Big Bang, les propriétés de l'énergie sombre, de l'expansion de l'univers, de la densité de matière qui règne dans l'univers, ces propriétés aussi ont les bonnes valeurs pour permettre l'apparition de la complexité. Si l'univers avait été un peu plus dense au départ, par exemple, il se serait recontracté sur lui-même. S'il avait été un peu moins dense, il se serait dilué complètement et les galaxies n'auraient pas pu apparaître. Donc pas d'étoiles, pas de planètes. Et la liste de ces coïncidences est extrêmement longue. On a regroupé ces coïncidences sous une appellation, alors en anglais c'est fine tuning, en français on peut traduire par un ajustement fin. Tout se passe comme si l'ensemble des constantes de la physique était ajusté pour permettre l'apparition de la complexité biochimique, mettons. Et évidemment, la question se pose de savoir quelle est la nature de cet ajustement. Nous aboutissons sur ce chemin de crête jusqu'au vivant que le biologiste va nous décrire, jusqu'à l'homme. D'où cette idée qui est née chez des astrophysiciens de parler d'un principe anthropique de anthropos, l'homme. Est-ce qu'il n'a pas fallu tout ce temps et tout cet espace pour que l'univers produise l'homme, c'est-à-dire nous, bien sûr. Alors, on pourrait dire que c'est très anthropocentrique, c'est très centré sur l'homme, bien sûr, puisque c'est l'homme qui réfléchit à toute cette science. Alors, ce principe anthropique, il a 2 versions. Il a une version dite faible, qui est de constater qu'il a fallu en effet tout ce temps et tout cet espace pour que l'évolution puisse arriver jusqu'à l'homme. Et puis, il a une version forte qui, évidemment, va ne plus être scientifique, mais qui va être beaucoup polémique, mais en même temps qui pose une énorme question. Est-ce que le but de l'univers, c'est de produire l'homme?
quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est un scientifique, que probablement l'humanité est née le jour où un grand singe, dans une horde de grands singes, l'un était arrivé au bout de son existence, est mort, et donc tombé au bord de la route, et que un grand singe s'est arrêté, et dans le singe mort s'est reconnu, et a dit « ceci peut m'arriver ». Peut-être. Il y a 20 ans, l'humanité, oui, les signes d'humanité, c'était le fait que, manifestement, les morts avaient été bougés. C'est-à-dire, il y avait eu des rites mortuaires, mais même pas forcément des rites mortuaires. C'est-à-dire que les os du mort qu'on retrouvait, manifestement, c'est pas comme ça qu'il était mort. Donc, il avait été bougé après la mort. Donc, c'est une relation... Bon, voilà. D'autres ont dit, c'est l'existence d'outils. D'outils qui sont gardés comme tels, en vue il y a des animaux qui sont capables d'utiliser un bâton pour aller chercher des fourmis, du miel, et puis, une fois que c'est fait, pouf, on le jette. Non, là, on le garde. Et puis, finalement, on s'aperçoit que ces éléments, entre parenthèses, proto-culturels, ou de début de culture, existent aussi parfois chez certains singes. Alors qu'on pensait que c'était bien net, la séparation entre ceci et cela, finalement, on retrouve quelques éléments qu'on croyait spécifiques à un organisme, une espèce, chez l'autre. Mais à l'état de traces. Bon, il y a des traces de culture, y compris des traces d'apprentissage. Et d'apprentissage de comportements qui se transmettent de génération en génération. Alors, c'est quoi ça? C'est la culture. Parce que là, c'est pas de l'ADN qui est transmis. Bon. Bien sûr, il y a une différence entre les grands singes et les humains. Les grands singes construisent pas de villes, bon, et ne font pas de la télévision. Bon. Voilà. Alors, sur des critères comme ça, on va s'entendre. Mais après, quand on cherche la frontière, ça va s'estomper. La question numéro 1 pour le bibliste, c'est qu'est-ce qui nous fait exister? D'où venons-nous, mais pas simplement dans le temps et dans l'espace, mais à tout instant? Quelle est notre origine? Qu'est-ce qui nous fait exister? Et la réponse de la Bible, c'est la parole et la relation que Dieu a pour nous. Dieu crée par sa relation et par sa parole, et il donne le sens à l'existence. Bien sûr que la biologie va intervenir pour que nous puissions vivre pleinement notre vie d'homme ou de femme, mais ce qui donne sens, eh bien, nous dit la Bible, c'est la relation, c'est le souffle de Dieu. Comment se fait-il que l'homme, petit point dans la nature, tout perdu dans une infinité d'espace et de temps, ait cette capacité de s'ouvrir à l'infini, de comprendre l'infini et finalement de travailler sur l'infini? Est-ce qu'il ne serait pas lui-même habité par un infini? Eh bien, Pascal, ça va être son questionnement depuis l'infini des scientifiques jusqu'à l'infini des croyants. Il va dire, mais finalement, qu'est-ce que l'homme? L'homme est un roseau ballotté, mais c'est un roseau pensant. Et même si l'infini de l'univers peut l'écraser, mais que ce soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, il peut être écrasé par cet univers. Une goutte d'eau peut écraser un homme, finalement. Hein. Eh bien, il a une différence essentielle avec tout le reste de la nature, c'est qu'il pense. On me pose souvent la question, effectivement, et finalement, qui est ce je qui pense
Bon, je pourrais vous répondre selon la formule de Lacan reprise de Rimbaud, le jeu est un autre. Ce qui n'est pas complètement idiot non plus d'ailleurs. Non. Non. Si je voulais moi faire mon petit Lacan, je vous dirais je c'est ce qui manque. Imaginez un gamin qui s'interroge sur le temps qui passe. Et il voudrait comprendre le temps, il voudrait savoir le temps, mais finalement, c'est où quand même? Et puis il voit que c'est chez sa grand-mère qu'il y a une pendule avec un balancier, etc. Et puis il dit, mais la pendule, elle a un rapport au temps, puisqu'elle mesure le temps, et puis elle me donne le temps. Et donc forcément, il y a un lien, il y a forcément un rapport entre le temps et la pendule. Et le gamin, un peu astucieux, dit, je vais démonter la pendule. Et puis, je devrais trouver quelque chose. Bon. Et donc, le gamin, il démonte la pendule et il met précieusement toutes les pièces, il les numérote, il met tout à plat sur la table. Et il a expliqué la pendule, au sens étymologique. Il a mis la pendule à plat, il l'a dépliée, il a enlevé les plis. Maintenant, il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'il va dire, oui, c'est bizarre, je ne vois pas de temps là-dedans. Et pourtant, il y a un rapport de la pendule au temps. Donc, quelle est la différence entre la pendule expliquée sur la table et la pendule qui donne l'heure? La différence, elle est que sur la table, il y a le balancier, mais il n'y a pas le balancement. La seule différence, c'est justement que pour que la pendule donne l'heure, et que le rapport au temps de la pendule au temps, c'est un rapport en acte. Que le balancier, je peux le mettre sur la table, mais je ne peux pas mettre le balancement. Le balancement ne se représente pas. Le balancement ne se pose pas, ne se met pas dans une boîte. Le balancement s'exécute, c'est tout, en acte. Il y a une porte qui s'ouvre par la science, une porte inespérée, je dirais, une porte insoupçonnée même, et qui n'est pas simplement une transposition des choses scientifiques dans des domaines où ces choses scientifiques ne sont pas valables, tels que certains naïfs les disent, ou certains contradicteurs peuvent les dire en disant oui, la science est une chose, la culture, la spiritualité c'est une autre. Bien sûr que c'est des choses différentes, mais il y a un lien. Et les liens, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et c'est qui, vous, moi et nous? Ben c'est nous qui observons l'univers. Nous ne sommes pas des machines, simples, qui sont avec un programme unique, algorithmique, où on peut, qui enregistre tout simplement les phénomènes, ils les voient dans leur réalité. On ne voit rien de la réalité. Il y a toujours à nouveau une participation de nous avec le monde, une reconstruction du monde, mais une reconstruction qui est fondée sur quelque chose de magnifique, qui est la résistance de la nature. La nature résiste et nous dit non, ce que vous dites n'est pas vrai. Et alors on invente une nouvelle théorie. L'esprit n'existe pas dans le cerveau, comme le temps n'existe pas dans la pendule. Disons qu'il y a un rapport du cerveau à l'esprit, comme il y a un rapport du temps à la pendule, en acte. Et que autant les matérialistes qui disent « j'ai bien regardé et j'ai pas vu d'esprit », mais heureusement qu'ils n'ont pas vu d'esprit. S'ils avaient vu ce qu'ils appellent de l'esprit, ce serait un engrenage en plus, c'est-à-dire pas de l'esprit, ce serait un engrenage en plus. Enfin, c'est pas de l'esprit, pas de cette autre, de cette dimension autre. Non. Mais à mon avis, les spiritualistes
on va craquer, on va gratter la couche, on va peut-être voir dessous grâce à la mécanique quantique, aux microtubules dans les neurones, on va découvrir la trace du divin. Non. Enfin, personnellement, je vous ai dit, je vous propose une ligne de crête, et ça me paraît autant absurde de dire que l'esprit n'existe pas parce que je ne l'ai pas rencontré entre les neurones, que de dire vous n'avez pas bien regardé, je vais vous montrer par une astuce de tour de passe-passe de mécanique quantique, en général, par où passe l'esprit dans les neurones. J'estime que des deux côtés, c'est une erreur. La spiritualité, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui dépasse la science. Qui dépasse, pourquoi ça dépasse la science? Ça ne veut pas dire qu'il y a une faillite de la science, loin de là. La science va être là, j'espère, je le crois, pour des siècles et des siècles, mais tout simplement parce qu'elle a une méthodologie bien déterminée qui la limite. Il y a des limites de la science. Et la limite de la science est l'esprit. Par conséquent, la science ne peut pas nous enseigner sur l'esprit. Elle peut nous informer, ce qui est autre chose, faire les liens. Alors, il est évident que d'un point de vue scientifique, c'est pas satisfaisant, c'est en tout cas pas très satisfaisant de postuler l'existence de quelque chose dont je dis que par nature, ça m'échappe. Dans de très nombreux domaines aujourd'hui, on est parfaitement conscient du fait que c'est ce qui nous échappe qui fait que ça fonctionne. C'est là la limite de la science, qui est une limite extrêmement honorable et même nécessaire, parce que s'il n'y a pas de limite, la science se transforme en scientisme. Autrement dit, une idéologie qui vous dit que la seule vérité est la science, rien d'autre, que l'homme est un assemblage d'atomes, des neurones, et rien d'autre. C'est rien d'autre, je crois que c'est très barbare aujourd'hui. En Occident, nous avons transformé l'être humain en citoyen, en consommateur, toutes choses qui ont leur raison d'être à leur niveau. Mais nous avons oublié l'unité fondamentale de l'être humain. Alors bien évidemment, ce n'est pas à travers la science qu'on retrouve cette unité, parce que la science est un produit qui a tendance à aller de façon divergente dans le domaine de l'analyse. Mais au moins ce que la science peut nous rappeler, c'est le principe de réalité. Je crois que c'est un message très fort de la science actuellement. Au moment où l'être humain est fasciné par ses propres créations intellectuelles, la science nous rappelle la fragilité de l'être humain. Et en particulier l'astronomie nous rappelle la fragilité de l'être humain. Et la fragilité de l'être humain doit nous amener à nous interroger sur son destin, en quelque sorte. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est l'image que les astronautes d'une des missions Apollo ont prise à l'hiver 1968, quand ils se sont éloignés pour la première fois de la Terre, et ils ont photographié cette orange bleue, en quelque sorte, de la Terre perdue dans l'espace, et nous avons pris conscience pour la première fois de l'unité de la planète Terre, et donc de l'unité du genre humain. Et quelques années plus tard, il y a une photo qui a été prise par une des sondes pionnières qui s'est éloignée vraiment d'un très, très loin de la Terre, et qui a pris la photo de la Terre comme un tout petit point perdu dans l'immensité de l'espace. Et ces deux photos nous permettent de comprendre à quel point la Terre est fragile, et à quel point nous avons, nous, êtres humains, une responsabilité sur cette Terre. Cette place de l'homme dans l'univers est unique, c'est le seul qui puisse prendre du recul par rapport à ce qu'il vit et puis penser tout cet univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et en même temps, certains vont dire, mais oui, il a la capacité en effet de penser, mais c'est une capacité purement naturelle,
le développement, grâce à l'évolution du vivant, grâce à la sélection naturelle, comme disait Darwin, la possibilité, à travers le développement du cerveau humain, de penser. Et tout cela est biologique finalement. Et tout cela, en plus, est le fruit du hasard. Certains vont dire ça. C'est le questionnement d'aujourd'hui, bien sûr, qui revient. D'autres vont dire c'est pas possible que ce soit uniquement le fruit d'un hasard. D'autres veulent dire mais la capacité qu'a l'homme de penser l'infini et de communiquer aussi avec l'infini. L'artiste le sait très bien, ça aussi. L'homme, le spirituel le sait très bien. C'est une capacité qui ne lui vient pas que de sa biologie. Ils vont dire, mais il y a une capacité de relation de l'homme, alors avec la divinité, avec Dieu, avec le Christ, là chacun emploiera les mots qui lui conviennent, qui est telle que quelque chose de lui est au-delà de toute matière, et même si ce qu'il est passe aussi par la matière. Alors, vous en avez un qui, dans l'histoire, il s'appelle Pierre Teilhard de Chardin, il étudiait à partir des fossiles l'histoire, justement, de cette grande évolution du vivant. Pour Teilhard de Chardin, paléontologue, l'idée d'évolution est une idée absolument centrale. Il va contempler la matière énergie, et la capacité de la matière à se transformer. Et pour lui, ça va nous dire la dynamique du monde. Le monde est en évolution, ça veut dire qu'on ne peut comprendre le monde que dans son mouvement, dans son changement, dans sa capacité de se transformer. Et la matière est comme animée de l'intérieur par l'esprit, si vous voulez, pour Teilhard. Et c'est ça qui est très fort et très, très novateur dans sa pensée. Il y a une marche en avant. Et je crois que cette idée qui est très forte pour lui au niveau scientifique, elle est très forte aussi pour lui au niveau spirituel. C'est un univers qui nous donne un spectacle fabuleux, le spectacle d'une continuelle création. Un spectacle d'une continuelle invention. Ce n'est pas quelque chose de figé. D'ailleurs, l'idée d'évolution, c'est une idée nouvelle, évolution de l'univers. Avant, on considérait que l'univers est statique. On avait toujours cette idée, ces données, une fois pour toutes, ça ne bougeait pas. Eh bien, tout bouge. La logique bouge. Même notre manière de penser. Une connaissance scientifique qui s'arrêterait de progresser n'est plus une connaissance scientifique. Comme une foi qui s'arrêterait de se remettre en doute, eh bien, ça serait plus quelque part la foi vivante au Christ. Je suis toujours frappé que dans les expériences fortes que font les hommes avec Dieu, il y a toujours des questions. C'est-à-dire savoir qu'on ne saura jamais et continuer à chercher, c'est quand même un défi particulier. Et je trouve que c'est le défi du scientifique et c'est le défi du croyant. Voilà. Parce que Dieu, on n'y mettra jamais la main dessus. On ne pourra pas dire « Mon Dieu, tu es à moi ». Comme si ça serait l'illusion. Moi qui célèbre des mariages. Si un fiancé pense qu'il va posséder sa fiancée et réciproquement, vous voyez qu'on va vers la catastrophe conjugale. On ne peut jamais mettre la main sur l'autre, on ne peut pas mettre la main sur Dieu, et on ne peut non plus pas mettre la main sur la connaissance. Penser qu'on sait quelque chose, c'est déjà, je pense, accepter de ne plus être un scientifique. Il me semble que sciences et religions ont tout intérêt à dialoguer. Il s'agit d'un dialogue qui n'est pas une fusion ou une confusion. Il s'agit d'un dialogue pour essayer de mieux comprendre les positions des uns et des autres. Et il se trouve que il y a des raisons pour que ce dialogue se développe dans les années à venir. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, évidemment, est que les scientifiques eux-mêmes sont des êtres humains en recherche. Donc certains d'entre eux peuvent être intéressés par une discussion avec des philosophes, voire avec des théologiens. Deuxième raison, c'est que les théologiens eux-mêmes sont intéressés par la science parce qu'ils se rendent bien compte que dans le contexte du monde actuel, où il y a une pluralité des religions, d'un monde qui est décrit par la science, on ne peut pas construire n'importe quoi du point de vue théologique. On ne peut pas faire n'importe quelle théologie, faire n'importe quel commentaire des textes dans le monde d'aujourd'hui. Les points qui permettent d'avancer ensemble, c'est cette conviction commune, cet acte de foi commun
et je parle d'acte de foi, que le monde est compréhensible. Ça, je pense que c'est l'acte de foi commun de tous les scientifiques, et que c'est quelque part bénéfique pour l'humanité, parce qu'on pourrait aussi dire que rien n'est compréhensible dans le monde. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, c'est la loi du plus fort qui triomphe. C'est le plus fort qui l'emporte sur le plus faible, un point c'est tout. Mais non, les scientifiques ont toujours dit, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison, c'est celui qui prend la peine d'étudier le problème. Et donc, pour ça, il faut croire qu'il y a quelque chose de compréhensible dans le monde. Et pour moi, c'est ça qu'apporte la Bible, c'est ça qu'apporte le croyant dans le monde. Il dit oui, c'est une conviction, effectivement. Ce que nous dit la Bible, ce que nous raconte la Bible, c'est que nous dit vous avez raison d'étudier le monde. Et pour moi, le génie du christianisme, c'est ça, c'est vraiment pour moi effectivement quelque chose d'extrêmement profond, c'est de dire qu'il y a une différence entre la création et le créateur. C'est-à-dire que si moi, comme physicien, j'étudie la création, eh bien, je ne vais pas, attenter au créateur, quelque part. La religion et les textes religieux, la tradition religieuse, se dit dans une certaine culture, se dit dans certaines représentations. Et la science va effectivement mettre en cause un certain nombre de représentations. La Terre n'est pas au centre du monde, patatras. Est-ce que ça fait dégringoler la religion qui parle de la terre qui tient bon parce que tu l'as mis sur des bases solides, pour prendre le psaume. Ah. Surtout quand on pense que non seulement la terre tourne, qu'elle est ronde, et non pas plate, sur des bases solides, mais qu'en plus, à sa surface, on est sur des radeaux qui font constamment que bouger, beaucoup plus vite que la Terre elle-même n'est pas stable, et qu'il y a des fameuses plaques, et qui, en se choquant ou en s'écartant, font des tremblements de terre, des volcans, etc., et donc des catastrophes naturelles. Mais alors, le psaume aurait-il faux? Le psaume se tromperait-il? Dieu nous tromperait-il? Non. Parce que faut être un petit peu intelligent, et je pense d'ailleurs que les gens qui ont écrit ces psaumes l'étaient plus souvent que ceux qui les lisent, que c'était une manière de dire avec la culture du temps, la confiance en Dieu, la terre tient bon, c'est-à-dire le monde dans lequel on est n'est pas un chaos. Parfois, il faut y croire, il faut vraiment y croire à ça. Et c'est ça qui permet la confiance. La science s'attache beaucoup à répondre à la question du comment et à évacuer la question du pourquoi, finalement. Or, je crois que l'être humain a besoin de répondre à la question pourquoi. C'est une question que les enfants posent spontanément, et peut-être que les philosophes les plus hardis posent aussi. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Demandait Leibniz. C'est effectivement une grande question. Et à cette question, la science ne répond pas. La théorie du Big Bang, ou une théorie ultérieure qui incorporera le Big Bang et qui expliquera ce qui s'est passé avant le Big Bang en termes de supercordes ou d'autres explications, cette théorie-là ne répondra pas à la question du pourquoi. La science va contre le bon sens. C'est ça qu'elle fait de mieux. Alors évidemment, ça résiste. Évidemment, ça résiste. Et aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient résister au fait que la vie n'a pas évolué, que c'était fait comme tel et que ça n'a pas bougé. Parce que c'est peut-être plus pratique, plus facile, peut-être plus sécurisant, mais bon, je ne jette pas la pierre. Pour sa sécurité, on est prêt à plein d'illusions et de raccourcis, malheureusement aussi parfois de violence. Mais à ce moment-là, il ne faut pas faire de recherche. Très insécurisant, la recherche. Très insécurisant. Et c'est... faut être prêt à accepter la remise en cause même de ce qui paraît le plus évident. Mais c'est ça, à mon sens, la beauté de ce métier. Et c'est en ce sens-là que ça a quelque chose à voir avec la présence de Dieu qui est toujours inattendue.